truth is that whatever the odds are, we have to keep trying. Because right now, when you look at the state of the world, everything feels meaningless. But unless you try to do everything you can, that's when we lose our hope, no? Symbiose, le podcast avec un S, les hors-séries. Je vous avais promis un épisode bonus et le voici. Vous verrez que la dynamique et les questions dans ce hors-série ne seront pas exactement les mêmes que dans un épisode classique, et j'ai aussi pris un peu plus de liberté sur le montage, ce qui fait que l'épisode est un peu plus long. Aujourd'hui, nous avons 6 personnes du collectif Pépite autour de la table, plus mon ami Swazik et moi-même. Je vous laisse découvrir tout ça, et je vous retrouve un peu plus loin dans l'épisode. Et bonjour, bienvenue dans Symbiose, le podcast avec un S. Aujourd'hui, on est à Saint-Guilhem-le-Désert, dans la région Occitanie. Il fait très chaud car on est en juin et je suis entourée de pépites. Oui, il fallait que je la place, puisqu'on est du coup avec le collectif Pépite. Aujourd'hui, on n'est pas simplement 3 autour de la table, mais on est 8. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, vous présenter ? Alors moi c'est Laura, je fais de la linogravure. Voilà, je suis dans le collectif depuis 3 ans, je crois. Oui, je pense que c'est bien ça. 3 ans, les années passent à une allure folle. Joël qui fait partie du collectif depuis 4 ans et céramiste. Et coucou. Donc moi c'est Héloïse, je suis illustratrice et je suis aussi dans le collectif depuis 4 ans. Et Héloïse, pour la petite histoire, a fait le logo de Symbiose, donc on n'est pas là complètement par hasard aussi. Alors moi c'est Laure, je suis émailleuse d'art sur métal et ça fait 4 ans que je suis dans le collectif. Bonjour, moi c'est Armelle et je suis styliste, modéliste couturière et je travaille sur la marque pour enfants qui s'appelle Casse Bonbon. Et moi c'est Sophie, je suis tailleur sur mesure pour hommes et je suis dans le collectif avec du prêt-à-porter pour hommes depuis 4 ans également. Merci pour ces présentations. Alors, vous avez toutes du coup des métiers d'artisanat. Est-ce que vous pouvez présenter le collectif dont vous faites partie ? Est-ce qu'une d'entre vous peut présenter le collectif dont vous faites partie ? Oui, avec plaisir. Donc du coup, on est 13 artisans locaux. Donc c'est que des gens de la région qui ont des ateliers sur la région. 12 femmes et un homme. Donc bravo à Mathieu. Voilà. Donc artisane parce que du coup... C'est le féminin qui l'emporte du coup. Donc nous allons parler au féminin aujourd'hui. Installé depuis 4 ans sur le village donc, de Saint-Guilhem, le désert, avec une jolie boutique ouverte en saison pour l'instant, d'avril à septembre. Voilà. Une jolie boutique que j'invite tout le monde à visiter puisqu'elle est vraiment merveilleuse et quand on en sort, c'est très dur de sortir les mains vides. Avec des jolies pépites. Exactement. Alors comment ça a commencé, Pépite ? Alors, ça a commencé avec la rencontre de 3 personnes, donc Armelle, Julie et moi-même, parce qu'on recherchait ensemble un atelier pour partager un espace de travail, pour échanger, pouvoir partager notre quotidien professionnel, trouver aussi une énergie qui nous porte, parce que de travailler seul en tant qu'artisane, des fois, c'est pas évident. Et on s'est lancé, on a trouvé un projet sur la communauté des communes. Il y avait un projet de création de tiers-lieux avec un Fab Lab, des ateliers d'artisans et un lieu pour des événements et rencontres avec le public. Sauf que finalement, ce projet n'a pas réellement abouti pour nous parce que la place pour les artisanes n'était pas évidente. Donc on s'est dégagé de ce projet et on est arrivé ici, dans cette ancienne conserverie de truffes. Waouh ! Qui était une entreprise sur le village qui a fait travailler beaucoup de femmes de ce village et quelques hommes. C'était beaucoup plus de femmes que d'hommes dans ce petit village de 250 habitants. Ok. Et l'entreprise a dû déménager ensuite. Et puis, le lieu s'est loué à un photographe, à un apiculteur. Et puis ensuite, quand il s'est libéré, moi, de suite, j'ai sauté sur l'occasion parce que en étant habitante et à la recherche d'un local, je savais que c'était un endroit vraiment magnifique pour créer parce qu'il y a beaucoup de lumière, on est à l'étage.
Et C'est grand, il y a des grands plafonds. ouais, et c'était vraiment idéal pour pouvoir se regrouper. Donc, En fait, le collectif est né du premier petit collectif qu'on avait prénommé les Truffettes. Les Truffettes, c'est génial. La suite, en fait, on a tourné à 3 au début dans ce lieu avec Julie. Et puis au bout d'un moment, on s'est dit mais c'est quand même un peu bête d'être à Saint-Guilhem, de produire et d'avoir nos ateliers sur place et pas avoir de boutique pour les vendre, les montrer. Et donc on a commencé avec Laure à se mettre en recherche active de lieux qui auraient pu nous accueillir sur le village. On a recensé beaucoup, traversé les rues, décompté et regardé ce qui pouvait se trouver. Et puis on a trouvé une remise qui était pas ouverte en boutique à l'époque. Et comme Laure est du village, elle a pu aussi se renseigner et c'est comme ça qu'on a trouvé le lieu pour ouvrir la boutique. Comme c'était une grande boutique, il y a à peu près 40 mètres carrés, on s'est dit mais ça va être trop bien, on va pouvoir faire venir les artisanes qu'on aime dans le projet pour pouvoir ouvrir une boutique partagée et monter un collectif qui va pouvoir diriger cette boutique et pouvoir travailler en collaboration comme on le fait déjà sur nos ateliers et d'ouvrir à d'autres matières, d'autres travaux et à d'autres personnes ce travail de mutualisation du lieu de vente, des connaissances et des savoir-faire. Génial, merci pour cette présentation, j'aime beaucoup l'histoire. Je veux juste en profiter pour faire une précision. C'est que quand je suis rentrée dans la boutique pour la première fois, donc c'est Sophie que j'ai croisée derrière le comptoir et qu'à l'époque, je lui ai pitché le podcast. On était en septembre 2024, donc le podcast n'existait pas, j'avais pas de logo, j'avais rien. Et elle m'a dit tout de suite, ah là là, si, il faudrait que tu rencontres Laure et Armelle, ça ferait un bon binôme. Et que quand je vous ai contacté, on a eu une conversation hyper intéressante qui, moi, m'a challengée pas mal et je vous remercie pour ça parce que vous m'avez dit non, mais on est un collectif. Donc c'est tout ensemble, alors je dis tout ensemble parce que le féminin l'importe, mais c'est tout ensemble ou rien. Et donc merci pour cette démarche aussi parce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on propose une interview collective. Donc voilà, c'était important pour moi de le préciser aujourd'hui. Donc vous êtes 13, ça fait quand même un groupe assez conséquent. Comment vous fonctionnez ensemble? Comment vous vous répartissez les tâches? Comment vous êtes organisés? Il y a une boutique à tenir. Comment ça se passe tout ça? Du coup, au niveau du fonctionnement, on n'a pas eu toujours ce fonctionnement depuis l'ouverture de la boutique. C'est un fonctionnement qu'on a mis en place depuis l'an dernier, qui est de vraiment être linéaire, que tout le monde a les mêmes droits et devoirs au sein du collectif. Du coup, on s'est répartis aussi par rapport à nos compétences. Orizuru, par exemple, Héloïse est très compétente sur toute la partie communication, etc. Donc, c'est elle qui a pris cette partie-là. Pour ma part, c'est des chiffres, donc c'est plutôt la partie compta. Et voilà, c'est vraiment, on se les répartit comme ça. Après, il y a beaucoup plus qu'on peut le penser de choses à faire. Donc, on essaye chaque année d'analyser ce qui a bien fonctionné et ce qui n'a pas bien fonctionné pour que tout le monde ait à peu près le même niveau de responsabilité et de choses à faire. Est-ce que du coup, quand tu dis on essaye chaque année, vous avez un moment de bilan qui est un peu ritualisé? Ça se passe comment? Du coup, là par exemple, on fait un bilan avant la saison où on essaye aussi de se répartir un peu les tâches et aussi de refaire un peu la chronologie, de se retrouver. Parce que comme on ouvre la boutique en avril, souvent il y a eu celles qui ont eu le marché de Noël avant et faut se remettre la tête dans le collectif. C'est vrai que c'est presque une deuxième entreprise dans notre entreprise. En fait, c'est des collègues. Enfin, c'est vraiment un avancement comme ça. Donc, réussir à se remettre un peu sur le même flow, la même manière d'avancer. Voilà. Donc, le début de saison se passe comme ça. On refait le point de tout ce qu'il y a à faire avant d'ouvrir et de se répartir les tâches. Après, il y a des sujets de fond qui nous suivent depuis les 4 saisons. Donc ça, on essaye de les faire un peu au fil de l'eau, mais avec toujours des urgences à gérer en premier. Et à la fin de la saison, on fait aussi un bilan où on voit comment ça s'est passé. Et justement, c'est là aussi où on recense
ceux qui ont éprouvé des difficultés, ceux qui ont des frustrations, pour vraiment les prendre en compte pour que soit on puisse traiter des sujets pendant l'hiver, soit vraiment y réfléchir pour la saison suivante. Éviter les problématiques. On essaye de vraiment être dans la communication pour élaguer les problématiques. En fait, on travaille sur une boutique qui est saisonnière, comme le disait Joël, c'est ouvert d'avril à septembre, mais en fait, on travaille sur le collectif, le temps du collectif, lui, il est tout le temps. Voilà, il n'y a pas de vraiment de temps mort, il y a du temps où effectivement, on a des difficultés à se retrouver, on essaye quand même parce qu'il faut qu'on fasse tourner nos entreprises, mais le collectif, il évolue sur l'année en permanence. Il y a peut-être un truc qu'on n'a pas précisé, mais on fonctionne aussi sous forme de cercle collaboratif et participatif. En fait, le pépite, c'est une grosse bulle, une grosse pépite, et au sein de cette grosse pépite, il y a plein de petites pépites qui gèrent chacune des thématiques diverses. Enfin, chacun s'empare d'un sujet sur lequel souvent il est le plus à l'aise aussi. On a des petits groupes comme ça de 2 à 3 personnes qui collaborent sur un sujet, qui font avancer. Donc ça peut être la compta, la com, la logistique, toute la papeterie, la fabrication du mobilier, parce qu'on a aussi fabriqué le mobilier de la boutique nous-mêmes, la déco, l'éclairage, enfin voilà, il y a tout l'administratif, la gestion aussi physique de la boutique et du collectif en lui-même. Donc voilà, tout ça c'est une synergie aussi des 13 pépites qui ont des rôles répartis dans un ou plusieurs cercles collaboratifs comme ça. Donc on est en plus... voilà. Oui, dans ces cercles collaboratifs, donc il y en a plusieurs. Il y a aussi le cercle coordination où il y a tout le travail de préparation des réunions dont parlait Sophie, la réunion de début de saison, la réunion de fin de saison, où on essaye aussi d'avoir un regard neutre sur les problèmes qui remontent, sur les idées qui remontent, et essayer de faire au mieux pour les mettre en dialogue lors des réunions et que tout le monde puisse se saisir des sujets. C'est pas tout le temps évident parce qu'on a aussi nos avis, donc des fois on se retrouve confronté à devoir gérer l'aspect humain aussi et les diverses avis et opinions parce qu'on est tous très différents et c'est aussi ça qui donne la richesse du projet. Mais voilà, on est chacun dans des cercles où on se sent plutôt à l'aise par rapport à nos compétences, mais où on apprend aussi beaucoup et où on n'a pas forcément les outils au départ. On est en perpétuelle recherche d'amélioration, tout le temps. D'accord. Voilà. Ce qui est plutôt sain. Ça, mais c'est aussi épuisant. D'accord. À des moments. C'est intéressant parce que chacun y met de la bonne volonté, mais des fois c'est très chronophage, ça prend beaucoup de temps et beaucoup de remise en question aussi pour chacun de nous. En fait, on parle de charge mentale, hein, c'est un mot qui est à la mode, mais là, donc, chaque cercle collaboratif a sa charge mentale et la coordination, c'est la charge mentale des charges mentales. C'est un sujet qui me parle particulièrement parce que ça a été mon métier pendant 17 ans et ça sera probablement encore mon métier à l'avenir. Et c'est effectivement un métier qui est très... que je trouve passionnant parce que ça te permet de toucher à tout, mais en revanche, c'est un métier qui est engageant en termes d'énergie, quoi. Donc en plus, quand tu as 13 personnes autour de la table, j'imagine que le challenge est vraiment présent, surtout quand vous essayez, comme vous le faites, et moi je trouve ça admirable, de maintenir un côté justement collectif. Donc il faut que tout le monde dialogue et il faut qu'on arrive à trouver des consensus. C'est un challenge énorme quand on est 13. Je vais poser une question, du coup, ça m'y fait penser, le fait de dire ça. Est-ce que vous avez des fois des désaccords, vous êtes obligé de voter ou est-ce que vous êtes obligé d'attendre que tout le monde soit d'accord ? C'est toujours un peu pareil. Enfin, c'est par rapport à la question ou au problème demandé, il va y avoir pas qu'une seule option. On essaye de justement jauger si par exemple c'est un problème logistique et que c'est le cercle logistique qui s'en occupe, c'est eux qui prennent la décision. Ils vont pas rameuter tout le monde pour un sujet qui du coup dépend d'un cercle particulier. Mais par contre, quand c'est justement une décision qui peut être beaucoup plus lourde à porter, la coordination, elle va s'en emparer, elle va du coup le soumettre à tout le collectif et c'est
en votant ensemble, par exemple lors d'une réunion de bilan ou ce genre de choses, on va dire, on va, par exemple, un exemple, si on a une nouvelle pépite qui arrive, la décision de la nouvelle pépite qui rentre dans le collectif, c'est une décision qui doit être à l'unanimité. Donc c'est vraiment, voilà, on va vraiment jauger suivant le contexte. Suivant le contexte. Oui, je suis. Après, des fois, ça dépend du sujet en lui-même, si c'est un sujet important ou pas important. C'est-à-dire que si c'est un sujet qui n'a pas beaucoup de répercussions, c'est le groupe de travail attitré qui va s'en occuper. Si c'est un sujet qui touche beaucoup plus de choses, on essaye que ce soit plus collectif. Et aussi, on essaye souvent, je pense que c'est en majorité, d'aller au consensus. Donc il y a beaucoup de discussions, de tours de parole, et après le vote, c'est vraiment quand c'est très rare, quoi. Et sur ce sujet-là, c'est un des points sur lesquels on va évoluer, où on évolue petit à petit, parce que effectivement, les histoires de vote et de prise de décision collective, on a un petit peu du mal à savoir le structurer, en fait, savoir dans quel cas on va voter, dans quel cas, et puis si c'est au vote, est-ce que c'est à l'unanimité, est-ce que c'est à la majorité. Et là, on est un peu dans la limite de l'exercice, et où on a besoin aussi de réfléchir justement sur comment on fait tout ça, et est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un qui pourrait nous former aussi à savoir, à réfléchir ensemble à qu'est-ce qui serait le mieux pour notre collectif. On en est là. Ok, super intéressant. Sophie, tu voulais intervenir, ouais. Oui, moi je voulais surtout parler de la temporalité. En fait, la plupart du temps, on a une problématique de temps. En fait, tout doit aller vite, tout est pour hier, et donc souvent quand il y a des problèmes et qu'on doit voter, il faut faire ça rapidement, et tout le monde n'a pas la même disponibilité dans l'instant. Et donc c'est là aussi où ça a une limite qu'on soit tous d'accord, parce que parfois il faut être vite tous d'accord pour prendre une décision. Je reprends l'idée de Laura sur l'arrivée d'une nouvelle pépite. Il y a eu une saison où justement, je crois que c'était pour Laura, on a mis un peu de temps en fait à être tous disponibles pour voter les candidatures, et donc on a pu donner les réponses aux créatrices assez tardivement par rapport à l'ouverture de la saison. Et donc c'est là aussi où on s'est rendu compte de cette problématique de vouloir être tous d'accord, poser aussi une problématique chronologique. Donc voilà. Donc parfois aussi, il y a certaines décisions où si on se sent légitime d'accélérer un petit peu par rapport à justement nos cercles collaboratifs, et de dire il faut pour demain acheter 20 croissants, je pense que je vais pas demander l'accord de tout le monde pour dépenser l'argent des 20 croissants, mais malgré tout, voilà, il reste quand même cette question de est-ce que j'ai quand même le droit de dépenser 20 croissants, est-ce que tout le monde est d'accord? J'aurais préféré des pots au chocolat. Chocolatine, on est dans le sud. C'est hyper intéressant ce que tu viens de dire sur la temporalité, parce que c'est une question que je veux poser systématiquement, parce qu'on n'est pas dans un monde parfait, on est tous différents, donc on n'est pas d'accord parfois, et c'est important de réussir à discuter et de se mettre d'accord. Et il y a eu 2 cas où j'ai eu des réponses qui m'ont surpris, où les gens se sont dit mais en fait on se met pas d'accord, notamment dans l'épisode 9 qui est sorti il y a pas longtemps avec Vincent et Dimitri, où ils disaient on se met pas d'accord et on briefe nos employés en leur disant on vous donnera 2 consignes différentes et vous choisirez ce que vous voulez, parce qu'en fait on n'a pas le temps de se mettre d'accord pour tout, parce qu'on gère une ferme et on en a jusque-là de travail à faire. Et du coup, je pense qu'effectivement, cette question de trouver le bon équilibre entre le consensus, en fait, le fait de faire en sorte que personne se sente lésé, surtout dans un collectif de 13 personnes, et le temps que ça peut prendre pour arriver à ce consensus, je pense que c'est un équilibre très délicat, et c'est ce que je trouve hyper intéressant, parce que je veux bien croire qu'il y ait des moments où ça soit plus compliqué que d'autres, et j'en suis même convaincue. En revanche, vu de l'extérieur, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un collectif qui fonctionne, qui propose des belles choses, où vous avez quand même une bonne énergie. Quand on arrive dans la pièce avec vous, on sent que voilà, ça bouillonne, il y a des échanges, et avec tout en gardant chacune vos personnalités. Donc voilà, malgré tout, ce que je retiens, c'est que ça a l'air de marcher au fond, et c'est ça qui est cool, quoi. Et oui, sur cette idée aussi du consensus, je pense que c'est très important pour nous et pour le collectif, qui est quand même toujours cette prise de décision collective qui ne laisse jamais,
quelqu'un sur le côté ou qui va... C'est vraiment une chose qui est très très importante pour nous, en tout cas on le ressent comme ça. La parole est vraiment ouverte, donc si on se sent par exemple lésé, on sait que chez Pépite il n'y a aucun problème. Justement, s'il y a des problèmes, il faut qu'on en parle, parce qu'on a déjà été confronté à des problèmes non dits et on a vu les dégâts que ça peut faire. Et la communication, elle est vraiment impérative. Enfin, en tout cas, si on fonctionne en collectif, c'est en tout cas une valeur, nous, qu'on a, d'essayer d'être vraiment en accord sur les dialectiques communes, tout ce qui est les prises de décision communes. On est toutes parées de bonne intention. Et ça, je pense que ça aussi fait la force de ce qui fonctionne entre nous. C'est que même si parfois on est en désaccord avec une décision prise, déjà on peut en discuter et surtout on sait qu'elle n'a pas été prise avec une mauvaise intention, une intention d'être unipersonnelle. Elle est toujours dans l'intention de bien faire. Pour le collectif. Okay. Oui, et en même temps, l'unipersonnel ou le personnel, il a aussi sa place parce que, comme tu dis, Laura, on veut laisser personne de côté. Donc, s'il y a aussi des problèmes qui concernent la personne en elle-même, c'est quelque chose qui concerne le collectif aussi. C'était une très longue réponse à une super question. Ah non, ne vous excusez pas. Moi, je trouve ça génial parce que si je fais un podcast qui fait des épisodes un peu longs, c'est parce que j'aime apporter des nuances aux épisodes proposés et montrer toutes les facettes des collaborations. Donc, merci pour avoir pris le temps de répondre en détail à cette question. J'avais une question juste après qui était est-ce que le groupe actuel correspond au groupe de départ ? On y a un petit peu répondu, donc on sait comment vous faites du coup pour intégrer des nouvelles personnes. Vous faites du coup un vote à l'unanimité. Est-ce que moi par exemple je peux postuler à Pépite ? Est-ce que je serais prise quoi ? C'est quoi les critères ? Alors si tu... Voilà, tu es très gentille. Ouais. Non, si tu as... En effet, c'est forcément un métier d'art ou d'illustration qui va être prioritaire. Des gens qui sont déclarés, c'est leur entreprise, c'est leur bébé quoi, en fait, qui vont être pris dans Pépite. Mais aussi on fait attention à la personne qui s'en va, qui doit être remplacée, d'essayer de trouver les mêmes corps de métier. Ouais, d'accord. Voilà, histoire qu'il y ait une homogénéité dans la boutique et que ça ne crée pas non plus des triplés ou des quadruplés de produits déjà existants. Oui, que chacun amène son propre... son univers. Après, il y a aussi, je pense, quelque chose d'important, c'est que le travail des gens qui veulent être des pépites plaise aux pépites déjà existantes. Ça, c'est un peu la base. Et on aime bien aussi avoir quelqu'un qui va présenter un univers déjà un peu construit, un peu singulier, voilà, et quelque chose qu'on va pas trouver trop ailleurs non plus. Pour nous, on tient aussi à montrer aux gens des choses qui sont en rapport avec le lieu et Saint-Guilhem-le-Désert. On respecte aussi les artisans qui sont déjà en place dans le village. C'est-à-dire que s'il y a, je prends un coutelier ou ce genre de choses qui sont déjà là depuis plusieurs années, même si on va avoir une artisane ou un artisan qui se propose, qui candidate pour la boutique, mais qui fait quelque chose de trop similaire à d'autres artisans déjà en place dans le village, pas que dans la boutique, on est vigilant à pas faire concurrence. Même chose, ouais. Je me souviens que j'ai acheté, la fois où j'étais venue, une horloge qui trône au-dessus de mon piano et qui est avec un vinyle. Donc vous devez connaître la boutique du monsieur qui fait des horloges vinyles. Donc j'imagine en traduisant ça que si quelqu'un arrive dans Pépite avec une proposition d'horloge vinyle, ça ne sera pas accepté. Ok. Héloïse, tu voulais rajouter quelque chose ? Je ne sais pas si on l'a dit, mais dans la boutique, on ne fait pas concurrence non plus. Il n'y a pas deux corps de métier qui sont identiques. Alors, il va y avoir, par exemple, on va avoir 2 céramistes dans la boutique, mais le travail est vraiment différent. On n'est pas du tout sur les mêmes techniques et les mêmes produits. Pareil, avec Laura, on est toutes les 2 illustratrices, mais on n'est pas du tout sur le même résultat, en fait, en termes d'illustration. Donc, on veille vraiment à ça, qu'il n'y ait pas de concurrence entre nous, déjà, et avec les gens du village aussi. Ok. Vas-y Laure, tu voulais rajouter quelque chose ? Il y a aussi un autre point, c'est la localité. On essaye d'avoir au maximum des artisanes ou des artisans qui sont dans les environs de Saint-Guilhem-le-Désert. Déjà parce que le collectif demande du travail et des échanges. Et plus les échanges sont physiques et pas derrière nos écrans, mieux on avance. Au départ aussi, la volonté, c'était de mettre en lumière tous les talents et les richesses et les talents singuliers du territoire. Voilà, donc il y avait vraiment cette volonté, parce que le village est très touristique, d'être aussi un support pour permettre à des gens dont on ne connaîtrait pas encore bien le travail
de pouvoir être mis en lumière à Pépite. Ok. Ouais. Ça répond à ma question, du coup, je pourrais jamais être dans Pépite. Désolée. Ouais, ça va, je produis pas grand-chose d'un point de vue artisanal, donc ça va. On peut te mettre en bande son dans la boutique. Il y a autre chose aussi, c'est qu'on a instauré une forme d'équité dans les permanences pour ouvrir le lieu, et donc ça impose d'être tout proche, en tout cas que ça nous semble ok de faire la route, car on a tous le même nombre à faire. Donc voilà, d'être pas loin, c'est assez... voilà. C'est mieux. Voilà, c'est mieux. Alors après, on parle des pépites boutiques pour le moment, et c'est vrai que la boutique, on est limité à 13 artisanes à l'intérieur, mais après, si on ouvre aussi le collectif sur d'autres projets, voilà, et la question commence à se poser d'ailleurs aussi, à savoir qui est-ce qu'on va coopter si on veut développer autre chose aussi que la boutique. Ouh, ça donne envie de savoir ce qui va se passer. Et bon, du coup, ça rejoint aussi beaucoup ce qu'a dit Sophie, c'est que les permanences, on doit les faire. Et il s'est posé à un moment la question de est-ce qu'on prend une vendeuse ou est-ce que, par exemple, ça, c'est une des questions qui s'est beaucoup posée. Mais on a remarqué, et c'est encore un sujet qui est présent, hein, mais que, en fait, les gens adorent voir les artisans qui vendent les autres, les copains, les autres pépites. Donc c'est vrai qu'il y a ce truc qui est hyper, on va dire, humain, dans quelque chose qui paraît des fois complètement déshumanisé, qui est la vente actuellement, et le commerce, et voilà, la production. Là, on est en direct avec le producteur, on est en direct avec les personnes qui se connaissent. Enfin voilà, il y a ce truc un peu, on fait pas du fromage, hein, mais c'est ça. Mais on fonctionne de la même manière. Ah, et c'est vrai qu'en plus, moi, la première fois où j'étais venue et que c'était toi qui oui, voilà, c'est ça. C'est une phrase que je dis souvent quand j'accueille les gens, c'est que comme on se connaît, je peux raconter les petits secrets des uns et des autres en essayant de répondre au mieux sur les autres questions techniques de l'artisanat. Et c'est vrai que en plus, tu vends pas la même chose. Je pense que quand tu vends parce que c'est ton employeur qui t'a demandé de vendre, ou quand tu vends parce que c'est les personnes de ton collectif que tu as envie de mettre en avant. Au fond, en fait, moi, en tant que cliente, ce que je ressens, c'est quelqu'un qui me vend les choses avec ses tripes, quoi, en mode regarde, c'est trop cool ce qu'elle fait, non? Exactement, mais en plus, je sais pas pour les autres, mais moi, j'ai toujours tendance à mieux valoriser le travail des copines et copains, hein, on ajoute toujours Mathieu, mais de savoir voir avec quelle curiosité j'ai découvert leur travail, et parce que bon, je pense que quand on est artisan, c'est qu'on aime les choses artisanales, on est curieux de savoir comment les choses peuvent être faites, et c'est génial de transmettre ça aux visiteurs, parfois un peu comme un musée, de dire mais je vais vous expliquer à quoi ça ressemble dans son atelier, et puis de quoi elle part, etc. Et c'est souvent ça que je trouve intéressant dans notre collectif, c'est vraiment d'acquérir encore plus de connaissances qu'on peut transmettre à un public large, et la localité est super intéressante parce que justement on a du monde qui vient, qui n'était pas forcément venu pour ça, et c'était mon cas. Voilà. Et du coup on peut leur transmettre plein de choses. Moi j'étais venue voir une abbaye médiévale à la base, hein. Faut pas vous vexer, mais tu repars avec un podcast. Exactement, et un logo et un super collectif. Alors j'arrive à une question un peu plus difficile, on a un peu parlé déjà. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir une difficulté à traverser collectivement, et où le fait d'avoir été tous ensemble ou tout ensemble, ça vous a permis de mieux traverser la difficulté? Alors oui, on a eu des difficultés, mais voilà, on va pas les nommer parce que c'est pas intéressant. Mais ce qui est très intéressant, c'est que en fait, c'est vraiment le ensemble qui fait les choses. C'est-à-dire que même la prise de recul par rapport au problème, elle va se faire collective. C'est-à-dire qu'il y en a un qui dit « Ah bah ouais, mais moi, ça, j'ai pas envie forcément d'en parler. » On va prendre du temps, en fait, et du recul tous ensemble pour pouvoir analyser, parce que là, c'est trop frais, c'est trop abrupt, et du coup, il y a cette espèce de comme un ricochet qui va dans l'eau, et ça fait des ondes, et ben ça fait la même chose dans un collectif. Donc, il y en a qui sont un peu plus proches du ricochet, qui encaissent un peu plus, mais du coup, la prise de recul, elle se fait aussi collectivement, et aussi la prise de décision d'aller au-delà de la problématique, elle se fait aussi collectivement. Enfin, nous, c'est ce qui s'est passé. Okay. Ça a été des choses qui ont du coup vraiment fait en sorte que on a eu des doutes, on est des humains, c'est normal, quoi, et surtout que c'est pas évident.
quand il arrive des choses qui vont perturber justement voilà, l'équilibre de quelque chose d'assez fragile qu'un collectif de 13 personnes. Donc voilà, on essaye d'être vigilant, et s'il y a une des pépites qui va pas très bien, ou voilà, à ce moment donné-là, va y avoir des discussions autour, des répercussions communes, et on essaye de faire au mieux. Mais on fait ce qu'on peut, quoi, hein, clairement. C'est avec des discussions souvent que vous trouvez des solutions. Ouais. Il y a la communication. Il y a l'avantage aussi, c'est que sur 13, il y a toujours au moins 1 ou 2 personnes ressources. Et que quand il y a... Excuse-moi, je te coupe. Quand tu dis ressources, tu veux dire qui vont mieux que les autres, ou est-ce que c'est... Oui, c'est un peu l'esprit. Pas forcément... non, mais c'est vrai qu'on a tous des énergies qui vont être un petit peu différentes selon la temporalité. Et c'est vrai que moi, j'ai ce sentiment-là qu'il y en a toujours... quelques-uns qui vont mieux, et puis après on inverse, mais c'est ce côté de pouvoir j'ai un souci avec une des personnes, ou il y a un souci avec une des personnes, mais là on peut pas en parler parce que soit cette personne n'a pas envie d'en parler, ou voilà. Et il y a d'autres personnes qui sont au courant du problème, et on n'a pas besoin de tout réexpliquer, de tout recontextualiser comme quand on veut parler avec son compagnon ou ses copines. Là au moins tout le contexte est déjà présent, et on a des personnes avec qui on peut vider notre sac, et sans forcément chercher à ce qu'il y ait une solution qui découle de la discussion. Juste au moins des personnes ressources qui sont là et qui comprennent les difficultés rencontrées sur l'instant. Et après, aussi par rapport à ces problématiques-là, on sent que on est allé des fois puiser un peu loin, en fait, dans notre manière de gérer, on va dire... sans outils. Et du coup, là, on est à la recherche constamment aussi d'outils, comme le disait Laure tout à l'heure, sur aussi la gestion du collectif. Et c'est ça, c'est que on aimerait aussi rencontrer des gens qui nous forment à ça. On est vraiment en demande aussi de trouver peut-être des fois des choses qui du coup nous coûtent moins aussi humainement et collectivement. Okay. C'est vrai que moi j'ai été assez étonnée de la fragilité qu'on a dans le collectif quand même quand on est en situation de conflit. Alors certes, on a réglé les problèmes, on les a discutés, mais ça montre vraiment qu'une seule petite chose finalement, comme tu dis, il y a vraiment des ondes qui se créent et ça met en péril tout le collectif. Et ça m'a beaucoup marqué. Cet épisode-là, et c'est vrai que je suis encore en recherche de solutions parce que j'ai pas vraiment de solution si ça doit se reproduire. C'est vrai qu'on n'est pas forcément outillé pour la gestion de conflits, et on essaye encore de faire appel à nos compétences et à notre bon sens et au fait d'être différent et de aller chercher chez l'autre. Lui, il a une distance qui je trouve plutôt saine pour ce problème. Je vais essayer de faire un peu pareil. On se mesure aussi les uns par rapport aux autres, par rapport à nos caractères. Et dans des conflits qu'on a eus précédemment, moi ce que j'ai appris en tout cas, c'était à écouter les silences. Et je me suis vite rendu compte que quand sur un sujet il y avait un peu trop de silence, c'est qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ok, c'est une bonne leçon. Et c'est quelque chose qu'au départ, auquel j'avais pas fait attention. Je me disais, si on dit rien, c'est que c'est bon. S'il n'y a pas de remontée par rapport à ça, ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de problème, sinon on nous le dirait. Et c'est pas forcément vrai, parce qu'on ne sait pas forcément dire les problèmes, même si on pense qu'on en est capable. Mais c'est pas évident. On peut se dire qu'on est seul à penser ça, ou on ne sait pas comment ça va être perçu, peut-être qu'on ne sait pas encore bien l'exprimer. On n'a pas compris nous-mêmes, au fond de nous, ce qui se passait. Ouais. Mais en tout cas, ce qui revient beaucoup, c'est qu'en fait, on apprend beaucoup avec l'expérience aussi, au fur et à mesure des années, et que maintenant, je me méfie des silences. Ok, ça sera le take-away d'aujourd'hui. Méfiez-vous des silences. Héloïse, tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, non, mais ce que dit Laure, c'est vraiment ça, en fait. Ouais. Méfiez-vous des silences. Mais on est surtout très humains, en fait, dans ce collectif, et on gère... Vous êtes très humains, tu veux dire ? Aussi, très humains. Et on a tous aussi nos vies, nos entreprises, nos problématiques perso, boulot, voilà. On s'est rajouté ce collectif qui est génial par-dessus, c'est une magnifique aventure. Mais on reste des humains et des fois, oui, on a besoin de se dire les choses,
voilà, on sait qu'on peut tous parler aussi librement dans ce collectif, donc ça c'est hyper agréable, il n'y a pas de tabou. Et des fois on pense aussi dire les choses mais on n'est pas clair, ou c'est pas bien entendu ou mal interprété. Donc il faut arriver à communiquer, c'est ça la clé. Si vous communiquiez pas très bien, vous seriez pas là. C'est grâce à la coordination dont je fais partie. C'est parfait parce que la question d'après, c'est quoi la recette d'un collectif qui fonctionne et qui dure dans le temps? Et donc là, on a déjà tiré quelques conclusions. On a retenu du coup qu'il fallait écouter les silences. On a retenu que la communication, c'était hyper important. Est-ce que vous avez d'autres conseils pour des collectifs qui fonctionnent et qui durent dans le temps? Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous auriez envie de souligner en disant il faudrait faire ça? Je pense qu'une des clés aussi, c'est l'équilibre. Qu'on soit aussi la répartition équilibrée des tâches, que chacun ait son rôle à jouer et doive s'investir aussi personnellement. Ça fait beaucoup parce que quand on s'investit, on est aussi un peu redevable envers les autres et envers soi-même du travail qui est fait. Il faut que ce soit équitable les uns par rapport aux autres aussi. Donc ça, c'est hyper important. La communication, on en a parlé. Il ne faut pas avoir peur de se dire les choses, d'être honnête, franc. Quand ça ne va pas, il faut le dire. Quand ça va bien, il faut le dire aussi. c'est important. Voilà, c'est ça, je pense, la recette d'un collectif qui dure. C'est de savoir s'écouter. Salut, c'est moi. Je vous avais dit que je vous retrouverai un peu plus tard dans l'épisode, et c'est ici. Je voulais souligner 3 points qui ressortent de l'échange qu'on vient d'avoir. Le premier, c'est la notion de fragilité du collectif. Aujourd'hui, et probablement depuis toujours, les collectifs sont des structures fragiles qu'il faut protéger et entretenir. Et aussi, ça nécessite des compétences. C'est le deuxième point que je voulais souligner. C'est qu'aujourd'hui, le collectif Pépite, comme beaucoup de collectifs ou de structures, a besoin d'outils pour fonctionner correctement. Ces outils, comme ceux de l'animation d'un collectif, ce sont vraiment des compétences qui vont être clés si on veut continuer à préserver le fonctionnement d'un collectif. L'autre point qui a été mentionné, et c'est mon 3e point, c'est la notion de partage équitable des tâches. Un collectif ne peut bien fonctionner que quand tout le monde a l'impression d'y contribuer de manière égale par rapport à ses possibilités respectives. Je vous laisse avec la suite de l'interview et je reviendrai un peu plus tard. Il y en a qui veulent rajouter quelque chose par rapport à cette recette? Vas-y Laura, et ensuite on ira sur Armel. Moi, je rajouterais un truc qu'on a un peu encore du mal à faire, mais que là, on fait maintenant, par exemple. C'est faire des choses collectivement hors la boutique. Oui. C'est-à-dire des apéros, par exemple, ce genre de choses. Oui, vivre des choses ensemble. Des fois, y a une pépite, l'été, elle va à un festival, elle le dit aux autres. Enfin, voilà, il y a ce truc où on vit aussi des choses à part entière que du projet, quoi. Ouais, se créer des souvenirs communs, en fait. Bon, Laura, tu m'as piqué mon idée d'apéro, merci. Et je voulais juste ajouter par rapport à ça, depuis le départ, je mets de l'attention sur le fait qu'on est là pour durer et être un bon moment ensemble, et que ce moment, il sert à se construire ensemble et aussi à se connaître les uns les autres. Voilà, et ça, c'est quelque chose, je trouve, qui est fort précieux par les temps qui courent, c'est de prendre le temps de faire des choses ensemble, même si c'est un peu long, même si ça prend du temps. C'est un temps qui est hyper précieux, qui est hyper solide après pour pouvoir continuer à se connaître et s'apprécier. Je le prends, ta réponse, comme un complément supplémentaire. C'est toujours hyper précieux dans un collectif d'avoir des gens qui planifient sur le long terme et qui ont une vision long terme. On n'a pas tous cette personnalité parfois, donc je note aussi qu'un collectif qui marche bien, c'est un collectif avec des gens qui voient loin. Alors, une petite question rigolote. On va commencer par toi, Joël. Est-ce que tu peux me donner la plus grande qualité d'Héloïse et l'expliquer en quelques mots, s'il te plaît? Pour moi, il y en a beaucoup. La plus grande. Non, mais oui, mais forcément, on s'aime tous et toutes. Donc, forcément, j'ai la chance qu'elle fasse toute ma com aussi. Donc, déjà, c'est ça. C'est pépite com pour tout le monde. Déjà, hyper à l'écoute. Vraiment. Très, très à l'écoute. Très patiente, particulièrement avec moi, mais très patiente. Un univers vraiment qui est le sien, qui lui est propre, et ça, c'est très chouette. Et voilà, c'est déjà bien. C'est bien, t'en veux pas plus? T'en veux pas plus? J'aime bien cette question parce qu'il y a toujours des moments où les autres sont émus quand ils reçoivent les infos. Les compliments, ouais. Et du coup, on va faire le tour. Donc, Héloïse, à toi, et tu vas faire la même chose pour Laura, s'il te plaît. Un compliment sur Laura. Oui, mais moi, j'en ai plein aussi des compliments sur Laura. Déjà, je trouve que c'est une belle personne. T'es solaire et je trouve que c'est hyper agréable d'être avec toi et au sein du collectif et dans la vie. Voilà. On n'est pas un couple, je précise. Je suis en train de me dire que mes mots peuvent être mal interprétés. Adrien, si tu nous écoutes.
Mais non, super. Et puis par rapport à ton travail aussi, je trouve que tu es hyper talentueuse en fait dans ce que tu proposes. Et tes illustrations, ton travail, il est juste canon. Donc voilà, moi je suis trop fan, j'adore. Elle en a oublié son micro. C'est pour ça que c'est ma question préférée. Ça fait toujours pareil à tous les enregistrements, c'est toujours pareil. Alors moi, c'est avec Laure, du coup. Laure, moi, je dirais que c'est quelqu'un qui est vraiment dans le détail, enfin, qui va vraiment prendre soin que les choses, elles soient bien faites et bien les réfléchir. Ça va être quelqu'un qui va vraiment faire en sorte qu'on ne fasse pas les choses à moitié. Il faut que ça soit précis. Et du coup, dans le collectif, c'est important parce qu'elle va vraiment un peu être, on va dire, notre gardien bienveillant, quoi. Elle va faire en sorte que... Ouais, mais c'est une maman, mais c'est sûr aussi, mais je dirais vraiment plus un ange gardien, moi, plus ce genre de choses. Et à la fin, tout le monde pleure. Alors, Armelle. En plus, à Armelle, on se côtoie à l'atelier quotidiennement. Elle en a beaucoup aussi, et je dirais que celle qui domine en lien avec le collectif, c'est ce côté de réussir à prendre de la hauteur dans les sujets justement un peu complexes, de réussir à garder un cap qui permet justement de ne pas se perdre dans les détails et de ne pas se fixer sur quelque chose qui, en fait, mérite pas autant d'attention. Et je trouve qu'elle a ce recul-là souvent, en fait, sur les sujets, et ça permet aussi de recentrer parfois. Quand on est débordé par un sujet où l'émotion prend le dessus. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est émouvant parce qu'on a un regard qu'on n'a pas à l'intérieur de soi. Et du coup, je vais essayer d'appliquer la recette à ma vie privée parce que c'est pratique comme truc en fait. J'ai autre chose, elle aime beaucoup passer le balai aussi. C'est une grande qualité quand tu partages un atelier avec quelqu'un. Et je crois que c'est comme ça qu'elle arrive à prendre du recul. C'est une stratégie de méditation. Hein. Quand Laure me voit prendre le balai, elle se dit il va se passer quelque chose là. Parce que tu le fais en silence. Et du coup, elle écoute ton silence de passage de balai. Merci. Moi, c'est Sophie. Donc Sophie, moi j'adore son énergie à Sophie. Ça me fait un bien fou de la voir parce que c'est quelqu'un qui dégage une très forte énergie, qui a un sourire génial. Et voilà, et c'est aussi quelqu'un, j'aime bien son côté, quand elle a un os orangé, elle ne le lâche pas. On l'a vu juste avant le début de l'enregistrement. Ouais. Voilà, c'est cette belle énergie que j'apprécie beaucoup chez Sophie. Du coup, moi, c'est le tour de Joël. C'est pareil, je trouve que Joël est très solaire, une énergie, je pense que les yeux bleus y jouent beaucoup. Et je trouve pareil qu'elle a un regard qui prend de la hauteur, qui est capable à chaque fois pour chacun d'être un peu maternante, nous dire ce qui va et ce qui va pas avec une douceur infinie. Je pense que je pourrais entendre les pires choses de sa bouche. ça serait vraiment très agréable à entendre. Donc voilà, c'est agréable de la voir dans le collectif parce qu'elle a un recul qui est super pour justement venir nous dire quand ça va pas, tout en douceur et en bienveillance. C'est toujours très bienveillant. Merci pour ce petit tour de table. J'ai beaucoup aimé l'émotion qui a traversé la table, vraiment comme ça, plouf, comme un ricochet, mais dans le bon sens du terme, du coup. Donc merci pour ça. Swazik, est-ce que tu as une question ? Bonjour, je m'appelle Swazik, je suis une amie d'Amandine et je suis ravie d'être là. D'autant que je vous ai entendu parler de votre coopération, de vos difficultés et de vos solutions aussi pour la réussite de votre collectif. Et je suis super admirative en fait parce que vous avez insisté sur le fait que vous n'étiez pas beaucoup outillés pour faire fonctionner ce collectif. Et pourtant, ça fait 4 ans qu'il fonctionne, vous êtes 13, donc c'est beaucoup, avec différents types de fonctionnement, des réunions avant, après la saison, etc. Vous dites que vous n'êtes pas outillés, mais en fait, vous savez faire des tonnes de trucs déjà. Alors j'entends aussi l'usure qu'il y a l'implication émotionnelle. Vous n'avez pas trop utilisé le nom d'émotion, mais j'ai mesuré ça. Et déjà, je trouve que sans outils, vous êtes arrivé là et je trouve ça admirable, quoi. Moi, j'ai envie de rebondir sur l'idée d'émotion. Est-ce que vous avez des émotions collectives ? Est-ce que ça vous arrive la même émotion traverse tout le monde ?
Oui, à l'installation, je crois qu'on était tous hyper excités de s'installer. Quand on a commencé à mettre nos stands et tout ça, une fois que les travaux étaient finis, déjà on était trop contents des travaux réalisés cette année. Enfin, moi encore plus, je pense. Parce que j'ai eu un nouveau stand magnifique. Merci Mathieu. Mais je sentais le jour de l'installation, on essaye de s'installer tous en même temps. Comme ça, après, on va faire un petit tour de stand de chacun où chacun présente un peu la manière dont il a disposé ou fait des nouveaux produits. Et je trouve qu'il y a une espèce de bouillonnement à ce moment-là dans la boutique. Ça frétille, si bien que même on a beau mettre des échelles, des pots de peinture et tout ce qu'on veut devant la boutique, les gens ont envie de rentrer, les voyageurs, alors qu'on n'est même pas ouvert. Tellement je pense qu'on donne une énergie, une boule d'énergie à l'intérieur à ce moment-là. Juste pour rebondir sur autre chose, le Ouais. côté humain. Ouais. C'est-à-dire que ça arrivait dans le collectif depuis 4 ans qu'une ou un des problèmes personnels, qu'on le sache tous à un moment donné. Et il y a vraiment ce côté hyper soudé là-dessus aussi, sur les émotions, sur le cercle vertueux en fait. D'être, t'as un souci humain qui n'a rien à voir avec le collectif, perso, et que d'être vraiment présent là-dessus. Et ça, c'est très chouette. C'est vrai que du coup, c'est un collectif qui va au-delà du professionnel. Moi, Tout c'est à ce que fait, j'entends quand tu dis ça. Oui, ouais. Oui, parce qu'on n'a pas vraiment précisé ça, mais c'est que quand on fait les permanences, il arrive du coup juillet-août, on est souvent en binôme. Donc on va avoir un moment privilégié avec une pépite. Une pépite avec une autre pépite. Et donc dans ces moments-là, forcément, on papote, on se livre et tout. Et du coup, ça crée des amitiés. Ça va au-delà que de l'aspect. Du coup, là, au niveau émotionnel, c'est chouette parce qu'on a écouté quelqu'un nous a entendu. C'est pas psy-pépite, mais il y a un petit côté comme ça par moment. C'est complètement psy-pépite, Laura. Pour rebondir sur la question de l'outil, des outils, c'est vrai qu'on n'a pas l'expérience, je crois pas qu'on ait l'expérience de collectif comme ça avant chacun. Et il y avait Julie qui était là au départ du projet, qui a arrêté son activité et qui était un peu plus sensible à ça et qui a quand même insufflé quelque chose avec des idées, des choses qu'elle a apprises aussi elle-même dans notre collectif. Des animations de réunion. Des animations de réunion. Des méthodologies justement pour que chacun puisse dire son sentiment et des outils justement un peu qu'on peut retrouver parfois dans des entreprises qui permettent de trouver les mots justes pour que chacun puisse donner sa parole. Voilà, donc même si on est sans outils à la base, Julie a apporté aussi quand même une petite base qui nous a permis aussi de mettre en place une structure, une gouvernance partagée et qu'on essaye d'améliorer depuis. Et voilà, ça nous a quand même aidé aussi. Je pense que le travail de structure du collectif, il a été fait il y a 2-3 ans. Et c'est vraiment Julie quand même qui a posé les bases de la structure. Et coucou, c'est encore moi. D'habitude, je vous fais mes recommandations à la fin de l'épisode. Mais là, ça me paraissait particulièrement adapté de vous faire ma recommandation culturelle maintenant. Aujourd'hui, c'est d'un livre dont j'ai envie de vous parler. Le livre de Sarah Durieux qui s'appelle « Militer à tout prix ». Ce livre appelle à repenser nos manières de faire fonctionner les collectifs, justement pour essayer d'éviter d'y reproduire des systèmes dans lesquels nous sommes déjà inscrits et qui ont tendance à pousser certains à l'épuisement. J'ai découvert l'existence de ce livre dans un autre podcast qui s'appelle « Encore heureux », l'épisode du 6 avril 2025, dont le titre est « Face à la montée du fascisme, faut-il céder au désespoir ?» Je vous recommande donc à la fois la lecture du livre si vous êtes dans un collectif et que vous voulez plus de clés, mais aussi l'écoute du podcast si vous êtes un peu dépassé par l'actualité du moment. On retourne maintenant finir l'interview avec le collectif Pépite. On arrive déjà, et c'est un peu un déchirement pour moi parce qu'en fait je passe un très bon moment avec vous et je n'ai pas envie que ça s'arrête. On arrive déjà à la fin de l'interview et la dernière question de l'interview c'est toujours la même, c'est un passage de relais. Donc est-ce que vous avez un autre collectif, puisqu'aujourd'hui on est avec un collectif, que vous auriez envie de citer, une autre expérience collective que vous connaissez et que vous avez trouvé cool ou que vous trouvez toujours cool? Moi ça n'a rien à voir avec un collectif de personnes, C'est juste un système de pensée que je trouve génial en fait. Ça s'appelle une donnerie qui existe dans les hauts cantons de l'Hérault. Voilà, ça n'a rien à voir avec de l'humain en direct, mais c'est l'humain qui en fait partie.
C'est-à-dire qu'on pose les choses et on prend, en fait, tout est gratuit et ouvert toute l'année, tout le temps, à tout le monde. Moi, il y a un autre collectif qui s'est passé justement dans mon village à Agnan, donc juste à côté de Saint-Guilhem-le-Désert, et qui s'appelle AMA. Et en fait, c'est une réunion de céramistes qui sont à Saint-Jean-de-Fosse et qui ont décidé de se réunir à la fois pour parler de toutes les questions d'artisans d'art et tous les sujets un peu autour de l'artisanat de céramiste, mais surtout là en ce moment ils font une exposition dans une chapelle où ils ont mêlé la céramique utile et la céramique artistique. Et du coup, c'est un collectif qui est très intéressant aussi parce que chaque potière a son regard sur cet artisanat et ce qu'on peut en faire et ce qu'on peut transmettre. On leur fait un petit coucou aussi alors. Bon, je rajoute un collectif Vas-y. aussi là-dessus. Alors non, c'est pas un collectif. Moi, je voudrais parler d'une association. Je vais parler de Salagou en Seine parce que c'est un festival qui se tient sur les berges du lac à Clermont-Lérault. Et c'est un festival qui est 100% associatif et qui fonctionne uniquement sur le mécénat d'entreprises et sur le bénévolat. Des personnes qui viennent installer tout sur place. Voilà. Donc ça aussi, je fais partie de cette aventure-là également. Et c'est super parce que c'est grâce aux efforts et aux dons et à l'investissement personnel de dizaines de personnes. On est 65 bénévoles sur ce festival et il a lieu grâce à ça, en fait, à l'engagement des gens et au fait qu'on travaille tous ensemble toute l'année pour que ça existe. Donc Salagou en Seine, c'est aussi un bel exemple de travail collaboratif. Super, ça nous fait plein de passages de relais différents, donc j'aime beaucoup. Vous en avez d'autres ? Vas-y. C'est une association qui est basée sur le village et qui s'appelle les Soumiaires. Donc en occitan, ça veut dire les rêveurs. Et c'est en lien avec une ville au Sénégal qui s'appelle Soum. Et le projet, c'est un projet solidaire où l'objectif est de permettre d'améliorer les conditions du lycée de Soum pour les élèves par le biais de création d'événements ici, et événements culturels gratuits pour tout le monde, pour récolter des fonds et pour permettre d'améliorer donc les conditions. L'association a réussi à créer 2 classes parce qu'il y avait encore des classes faites avec des éléments souples, des végétaux, donc dès qu'il y avait de la pluie ou du vent, certaines classes n'avaient pas lieu. Et aussi, l'association a permis d'apporter du matériel informatique par le biais d'une autre association qui répare des ordinateurs et fait des dons à d'autres associations solidaires. Et aujourd'hui, leur projet, c'est l'amélioration de sanitaires qui sont plus vraiment en fonctionnement. Et pour ça, donc, y a un concert organisé le 21 juin à Saint-Guilhem qui réunit à la fois un groupe de culture plutôt, donc ça sera de la rumba congolaise, et un groupe de femmes des polyphonies occitanes, parce que le projet aussi, c'est de réunir 2 cultures. C'est génial. Sur un même territoire. Voilà. J'adore. Merci pour ce joli passage de relais. T'as la pression pour le sortir avant le 21 juin. Exactement, mais de toute façon, il fallait que je le sorte avant le 21 juin, donc c'est bon. Alors, on va arriver à la fin, mais il y a une question que je pose toujours maintenant avant d'appuyer sur le bouton, parce que je le dis à chaque fois. J'appuie sur le bouton, et là, tout le monde se détend, parce qu'il y a quand même la pression des micros. Et du coup, là, les gens commencent à me raconter des trucs hyper intéressants. Donc, la question est, est-ce qu'on a oublié quelque chose ? Est-ce qu'il y a quelque chose dont vous vouliez parler et dont on n'a pas parlé ? C'est que, en fait, aussi, il faut dire que notre collectif, il fonctionne aussi, parce que la boutique, elle fonctionne. Ça, c'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué, mais c'est-à-dire que vu que pour la plupart d'entre nous, même je crois maintenant, c'est tout le monde, c'est notre manière de manger, enfin de gagner notre vie numéro 1, ce qu'on fait. Et on n'a pas d'autre métier à côté. Donc la boutique de Saint-Guilhem, moi, par rapport à... Enfin, je vais être... je parle de chiffres, mais par rapport à mon chiffre d'affaires, c'est vraiment pratiquement 50% actuellement de mon chiffre d'affaires sur annuel. Donc, je peux pas non plus... c'est-à-dire que c'est précieux aussi dans le sens où j'arrive à vivre de ma passion grâce aux autres. Et ça, c'est un luxe. Merci, c'est un message magnifique à donner, je trouve. Est-ce que vous pouvez décrire la boutique pour des gens qui ne sont jamais venus ? On voit le travail de Mathieu Letellier, qui est ébéniste et qui présente son travail de tournage sur bois. C'est les premières choses qu'on voit quand on rentre. Oui. Après, on voit le travail d'Héloïse Orizuru, qui est illustratrice. Ensuite, le travail de Joël, qui est céramiste. Ensuite, mon travail, donc émailleuse d'art sur métal, mais qui fait essentiellement pour l'instant des boucles d'oreilles.
Des jolies boucles d'oreilles. Qu'on est 2 à porter autour de cette Exactement, table déjà. en couleurs différentes. Après, il y a Laura Sané qui fait de la linogravure. Tania qui est maroquinière. Son entreprise, c'est Jean Tara. Ensuite, c'est Marie Comeille qui est bijoutière. Mhm. Ensuite, c'est Flavie Guillaumont qui est céramiste. Ensuite, c'est Philomène. Donc, son entreprise, c'est Pompon et Tricotin, qui est créatrice textile en vêtements pour femmes. Et accessoires. Il y a Chloé, des dalles de dents, qui est relieuse et restauratrice de livres anciens. Gaëlle, Yann Création, qui est origamiste, qui propose de la déco en origami et des bijoux et des accessoires. Et Sophie Meta, qui est tailleur pour hommes et qui propose du vêtement prêt-à-porter pour hommes et des accessoires. Et puis Armelle de chez Casse-Bonbon, qui crée les vêtements et les accessoires pour enfants. Et il y a aussi une cabine d'essayage. Oui, c'est elle est nouvelle cette année. C'est partie des beaux travaux. Et pour décrire un peu le lieu, du coup le village, comme on disait, est village médiéval. Et la boutique est entièrement voûtée. Donc c'est aussi assez exceptionnel comme cadre de travail, quand on vient là, d'être sous les voûtes avec une lumière très chaude et un beau soleil bleu. Voilà, ça donne les odeurs du bois aussi des meubles. Il y a tout. C'est une belle expérience sensorielle. Voilà, exactement. Plein de couleurs. Mais super, je pense que c'était bien effectivement qu'on finisse sur une description de la boutique. Je repose la question une dernière fois parce que je veux que personne se sente frustré. Est-ce que quelqu'un d'autre veut raconter quelque chose d'autre ? Venez. En tout cas, oui. Moi, j'invite tout le monde à venir. Déjà parce que Saint-Guilhem-le-Désert, c'est un endroit absolument magnifique. Alors, c'est touristique, effectivement. Donc, il y aura du monde cet été et il va faire chaud. Donc, si vous venez, prévoyez des bonnes chaussures et une bouteille d'eau. Mais dans tous les cas, allez faire un tour à la boutique de Pépites et je suis sûre que vous allez être émerveillés par la qualité du travail proposé. Merci beaucoup, en tout cas, pour avoir présenté, pour avoir parlé de votre collectif aujourd'hui. C'était un moment extrêmement agréable pour moi et pour Swazik aussi, je pense. Donc, je vous souhaite plein de belles choses pour la saison de cet été et puis surtout des belles années devant vous à l'ensemble du collectif. J'espère qu'on vous retrouvera longtemps et qu'on aura la joie de profiter de vos créations pendant encore longtemps. Merci. Merci beaucoup. Merci. Vous croyez qu'on allait s'arrêter là ? Ben non, quand même pas. Je vous dois encore une recommandation musicale. Aujourd'hui, c'est le morceau Love Anthem de Ibrahim Malouf que j'ai envie de vous proposer. Parce que c'est une musique qui est pleine de joie, de bonne humeur, d'applaudissements, de cris. Et c'est exactement l'émotion qu'on ressent quand on rencontre les gens de Pépites. De la joie, du bonheur et un beau collectif. Je vous laisse avec cette musique en espérant qu'elle accompagnera votre été. Gardez vos oreilles ouvertes car je devrais normalement sortir une petite foire aux questions dans laquelle je vous annoncerai la date de sortie du premier épisode de la saison 2. D'ailleurs, si vous avez des questions, vous pouvez me les faire parvenir via le compte Instagram du podcast. Je vous souhaite encore une fois un très bel été, en symbiose, en collectif ou en musique. À bientôt!